Tout de suite donc notre édition spéciale territoriale 2013 et pour cela on rejoint dans le grand studio de Taoui FM Stéphane Antonin Teaki Pihaouna en compagnie de leur invité. Merci Yannick, nous entrons dans le vif du sujet des territoriales 2013 puisque la campagne officielle du scrutin des 21 avril et 5 mai prochains a officiellement démarré en début de semaine. Pour entamer cette dernière ligne droite qui s'annonce, nous l'espérons, des plus passionnantes du point de vue des échanges d'idées, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans notre studio le chef de file de la liste Tous Polynésiens, Maoi Tato. Bonjour Teva Manutei. Bonjour. Ensemble et avec la complicité de mon binôme Teaki Pihaouna, que je salue au passage, nous allons passer donc plus de 50 minutes en direct sur Taoui FM pour explorer votre programme, confronter vos idées et tenter d'analyser vos chances de l'emporter le moment venu. Une question d'actualité tout d'abord. La règle de l'équité, il paraît que ça vous file des boutons. Expliquez-nous un peu. Non, pas du tout. En tout cas, pas à moi. Je suis un garçon assez méthodique et respectueux des valeurs de la République et du droit en général. Je me suis entretenu avec Madame Kelly. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a 2 jours, nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Manava où elle était hébergée, où ils ont installé un studio exprès pour les modules dans le cadre de la campagne électorale. Moi, j'ai rien revendiqué dans la presse. J'ai dit ce que je pensais et je m'en suis exprimé auprès d'elle. Je veux la remercier parce que c'est une femme intelligente et qui a compris mon message et qui d'ailleurs a appelé qui de droit pour faire en sorte qu'on ait un peu plus de temps de parole parce que les règles du CSA qui s'appliquaient précisaient bien qu'il fallait d'abord avoir une structure. Polynésie Aura est un parti politique structuré. La création de ce parti, c'est fin décembre 2004. J'ai été président en 2006. J'ai participé à l'ensemble des élections, qu'elles soient territoriales, municipales. C'est d'ailleurs ma 3e élection territoriale, aux législatives, à la députation européenne, au sénatorial. Je suis arrivé 3e derrière M. Tong Song et Mme Béatrice Vernodon, avec 6 voix de grands électeurs. Pourtant, je n'étais pas élu. Et enfin, je lui ai rappelé le score honorable des dernières élections dans la section 2, soit 11,5% des suffrages exprimés, un total de 3500 voix quand on comptabilise la section 1 et la section 2 dans laquelle j'étais. La 3e place, on ne peut pas ignorer tout cela. Ensuite, elle m'a demandé si, en dehors de ces élections, nous avions une activité. Je lui ai quand même rappelé qu'à l'heure actuelle, nous avons 2400 adhérents à jour, plus de 1600 bulletins de soutien signés. Nous avons réalisé il y a 3 semaines une marche avec plus de 1500 personnes dans les rues, confirmées par la dépêche et les nouvelles. Donc ça demande quand même un soutien fort à M. Dupont-Aignan, 5% des suffrages exprimés au dernier présidentiel. Donc c'est une activité que l'on ne peut ignorer. Enfin, je lui ai présenté 2 choses importantes. La première, c'est la démission de René Kohumwitini Tahawel Ahuilatira et donc son rattachement à Polynésie ensemble, tous Polynésiens. Et ensuite, le soutien de M. Teina Maraoura qui, bien sûr, n'est pas sur notre liste, mais en tout cas, le soutien sur le plan du temps de parole, ça peut-être vous ne le savez pas, c'est un scoop que je vous donne. Le courrier a été signé par M. Maraoura depuis son lit d'hôpital pour dire, mais ce jeune, ça fait maintenant 7 ans qu'il est sur la place publique, qui s'est engagé en politique, je veux abandonner mon temps de parole et le lui donner. Vous excluez donc tout recours devant la juridiction compétente? Oui, non, d'abord, j'ai pas de recours à avoir parce que je me suis entretenu avec M. Gélin qui m'a confirmé qu'il me donnerait plus de temps de parole conformément aux recommandations du CSA. Donc j'ai été, je pense, beaucoup plus respectueux et certainement un peu plus intelligent dans la manière de demander les choses. Si vous deviez choisir, Teva Manutei, entre 2 qualificatifs, la ténacité ou le culot, lequel vous paraît le plus approprié en ce qui vous concerne et pourquoi? Le courage. C'est tellement facile. Courage en quoi? Le courage d'aller au bout de ses convictions. Le courage de ne jamais renoncer, de ne pas céder aux appels de sirène. Le courage de se battre par amour pour son pays et avec la volonté de proposer autre chose. Moi, je suis pas là pour dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je suis simplement ici pour défendre des valeurs, celles d'une justice sociale, celles d'une égalité des chances pour toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'y arriver, mais aussi
pour essayer de poser un autre regard sur les chefs d'entreprise, c'est-à-dire essayer d'alléger la fiscalité, essayer d'être dans une société qui valorise, qui dynamise et qui relance la croissance. Essayer tout simplement de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Voilà, c'est mon seul engagement. Alors, Teva Manoté, vous avez l'habitude du terrain, donc de la rencontre, de partir à la rencontre de l'autre. Alors, on entend souvent les points de vue donc des candidats qui se lancent, qui disent pratiquement tous la même chose. Il faut nettoyer la classe politique, il faut que ce soit beaucoup plus propre, on dira. Maintenant, lorsque vous entendez les gens du point de vue de ces gens que vous rencontrez tous les jours, d'ailleurs, qu'est-ce qui ressort ? Un ras-le-bol général de la classe politique, une perte de confiance, un désamour complet vis-à-vis de celles et ceux qui ont à un moment donné exercé le pouvoir, ont eu des responsabilités et qui malheureusement, à cause des promesses, ont pu décevoir les électeurs. Et on le voit par le taux d'abstention, 60% des électeurs sont en désamour complet avec la classe politique. Et donc il nous appartient aujourd'hui d'essayer de rétablir ce lien, cette confiance avec les lecteurs. C'est pas facile, hein. Vous pensez bien qu'on arrive en bout de chaîne, nous, après 35 ans d'un système dont on connaît les ramifications. Mais aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est essayer de redonner de la confiance aux partenaires, aux investisseurs, et puis indéniablement aux électeurs. Votre ascension, Teva Manoté, dans le monde politique est indéniable. D'ailleurs, vous ne vous privez pas de rappeler que vous avez commencé votre carrière avec 300 voix pour arriver à 3600 aux dernières législatives à peu près. Hein. Pour autant, sans aller jusqu'à espérer cette fois-ci encore la plus haute marche du podium, quel serait, selon vous, un bon score ? À partir du moment où on se présente déjà aux élections, à partir du moment où j'ai 73 personnes de qualité qui ont accepté de me rejoindre et de composer la liste, c'est déjà un succès. Peu importe le résultat, ce qui importe, c'est de voir que finalement, petit à petit, même si cela prend du temps, évidemment, et Dieu sait que c'est pas le chemin le plus facile que l'on a choisi, mais les gens commencent à arriver, à adhérer, à se dire, tiens, voilà maintenant 7 ans qu'il défend des idées et il n'a jamais changé de cap. Et je crois que, de toute manière, quoi qu'on dise ou quoi que l'on fasse, au fil du temps, cela paiera. Ça paie forcément, à un moment donné, parce que les gens cherchent de la stabilité, de la constance pour retrouver confiance. Nombre d'observateurs vous créditent d'une 4e place derrière, alors comme ça au pif, hein, le Tauera, l'UPLD, Atia Porinetia. Comment réagissez-vous à ce pronostic ? Moi, j'en espérais pas tant. Je dois vous dire, c'est bien, ça veut dire qu'on commence à être coté en bourse, en tout cas côté confiance vis-à-vis des électeurs. Je crois que, vous savez, dans une élection telle que celle que l'on vit aujourd'hui, et avec tout ce qui a pu être mis en place dans ce pays pour démotiver l'électorat, quel qu'il soit, je pense que tout va se jouer dans ces 2 dernières semaines. C'est au fil des rasoirs qu'on pourra avoir de vrais résultats. On voit bien que c'est difficile pour tout le monde. La modification de la loi électorale complique encore plus notre présence sur l'ensemble des archipels. J'espère qu'on en est conscient. 20 jours de campagne pour sillonner les Marquises, les Australes, c'est pas évident, mais heureusement qu'en amont, on avait travaillé par la structure pour Initiaura, qu'on est allé voir les gens avant et que ce qui nous permet de tenir des réunions partout, en même temps aujourd'hui. Et jamais je n'aurais autant fait l'exercice de la confiance et de la délégation qu'aujourd'hui. Par exemple, hier, il y avait un meeting à Rongiroa. Rose Kohumwetini tenait son meeting à Huauca. Moi-même, j'étais à Paria. D'autres équipes à Moria. Partout, il y a des réunions sans que je sois là. Donc, c'est bien parce que ça m'amène en même temps, dès aujourd'hui, sans même exercer le pouvoir, à leur faire confiance, à déléguer et à dire qu'on a des équipes compétentes qui se battent pour les mêmes convictions. C'est ça le plus important. À l'instar de Teva Rohfritsch, mettrez-vous tout en œuvre pour empêcher Gaston Floss de revenir au pouvoir ? Je pense que M. Rohfritsch se trompe de combat. Monsieur Rohfritsch, peut-être que depuis qu'il est entouré de Madame Bouteau et Monsieur Schill, ils partagent en commun cette haine vis-à-vis de Gaston Floss. Je crois qu'on n'est pas là pour tuer quelqu'un ou faire vivre quelqu'un d'autre. On est là pour défendre ses idées. Moi, j'aimerais entendre Monsieur Rohfritsch sur des sujets essentiels, celui de la fiscalité, celui du choix de société, les énergies renouvelables. Comment il compte réduire la fracture sociale. Mais le combat Floss Rohfritsch ou Floss Temarou, je crois que c'est dépassé. Aujourd'hui, les gens ont faim et il faut leur donner des solutions.
Cette guéguerre donc des autonomistes, ça inspire quoi chez vous? Mais rien, vous avez vu, je ne fais pas partie de la guéguerre, car j'ai compris premièrement qu'il fallait apporter la paix aux Vous Polynésiens. balancez quand même pas mal aussi dans les communiqués quand même. Non, je dis ce que je pense. Je dis par exemple que le débat, c'est pas la réinscription. Le débat, c'est le plein d'emploi, c'est la restitution des terres, c'est de stopper immédiatement les expulsions dans les logements sociaux. Mais moi, je m'inscris pas, par exemple, et vous Vous me nous dites verrez pas. aussi quand même que beaucoup de choses qui ont été faites par le passé, finalement, ça n'a pas été bon, quoi. Ouais, mais je parle d'un système là. Je critique pas un homme. Eux veulent abattre un homme. Moi, je veux tuer personne. Alors, certains candidats disent, bon, nous, si on passe, on est sûr, en très peu de temps, d'offrir 15 000 emplois, par exemple, entre 7 000 et 10 000, tout dépend des candidats. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux ou... Nous avons imaginé en termes d'emploi la mise en place du contrat d'apprenti. Qu'est-ce que c'est que le contrat d'apprenti? Ça existe partout dans le monde, Stéphane, je crois que tu le sais. C'est ce qui permet à un employeur aujourd'hui d'embaucher un jeune avec lui et avec un salaire progressif. Un tiers la première année du salaire, deuxième année un deuxième tiers, la troisième année on arrive au SMIC à 145 000. Mais ça permet quand même aux jeunes d'avoir une expérience de 3 ans au sein de la même entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche au contrat si je dis GCPA? C'est qu'on va dans une entreprise, 6 mois, 8 mois, on change d'entreprise parce qu'on a besoin de manger, mais ça concourt pas à l'expérience. Or, quand on dépose un CV avec un chef d'entreprise, il déplore le manque d'expérience ou l'assiduité, la continuité au sein même d'une entreprise, ce qui concourt à l'expérience. Donc, par ce levier-là, on permet à un jeune d'abord d'avoir au moins sur 3 ans un emploi avec un salaire progressif. Plus il reste dans l'entreprise et plus il va atteindre le seuil requis, le minimum, donc le SMIC. Et puis après, à l'issue de ces 3 ans, il fait un choix. Il fait le choix ou de laisser cette entreprise parce qu'il va créer la sienne, ou alors de continuer au sein de cette entreprise. Mais le calcul est vite fait. Il y a 25 000 patentés dans ce pays. Si chacun fait l'effort par des mesures aidées, pays, État, eh bien d'embaucher un jeune, on crée 25 000 emplois. Je trouve que c'est formidable et je vous parle même pas de la relance des grands travaux. Donc, tout est à faire, tout est à reconstruire. En tout cas, cette idée, personne ne l'a amenée. Donc, toujours dans le cadre d'une professionnalisation, on en parle très peu, mais la VAE, validation des acquis d'expérience, est-ce que vous comptez poursuivre ou peut-être repréciser, redéfinir cette action? Parce que beaucoup de gens, on le sait, on appelle ça donc avoir l'expérience sur le tard ou sur le tard, mais qui ont cette possibilité d'avoir un diplôme ou alors d'être sanctionné par une partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est la reconnaissance, c'est le mariage entre l'expérience sur le terrain, mais la nécessité aussi d'avoir un certain nombre de prérequis théoriques, sanctionnés bien sûr par un diplôme. De toute manière, lorsque l'on est pour favoriser les parcours de réussite, et moi je le suis, c'est intéressant de voir qu'à la fois on reconnaît le travail manuel des ouvriers en général, mais qui doit être sanctionné aussi par un diplôme. Et le diplôme n'apporte pas simplement une valorisation diplômante, elle apporte aussi une amélioration au niveau du salaire, parce qu'on peut être quelqu'un de très doué manuellement dans une entreprise, un des meilleurs ouvriers, mais parfois on se fait dépasser également par des gens qui ont beaucoup plus de qualifications. Permettre la validation des acquis, c'est aussi reconnaître ce savoir-faire, ce savoir-être, et donc à partir de là, je ne peux être que pour. Dans votre approche des électeurs, TV Manouté, j'ai relevé une contradiction. Vous avez d'abord déclaré qu'il faut faire en sorte que celles et ceux qui se sont abstenus en 2012 viennent sanctionner cette classe politique. Puis, dernièrement, dans les colonnes des nouvelles, vous avez déclaré, je vous cite toujours, « Je ne vois pas les abstentionnistes arriver ». Alors, à moins de 3 semaines du premier tour, à combien évaluez-vous ce taux de participation ? Je pense que nous aurons 55% de taux de participation parce que si les abstentionnistes ne viennent pas dans les urnes, ils ne viennent pas dans les réunions publiques. Dans les réunions publiques, je me suis aperçu maintenant quand même depuis 6-7 ans que je me présente que c'était à peu près quasiment les mêmes qui revenaient. Il y avait bien sûr les sympathisants, les militants indéniablement, il y a les curieux, puis il y a les adversaires. Auquel cas, ça ne sert plus à rien finalement de faire un meeting ? C'est pas que ça sert pas, mais quand on voit que on sort d'élection là au mois de juin dernier et que 60% ne sont pas venus, je crois que s'ils viennent pas, c'est à nous d'aller les voir. Si la montagne ne vient pas à l'homme, c'est l'homme qui doit aller à la montagne. Autrement dit, il faut changer de stratégie. C'est un choix stratégique. Certains ont maintenu les meetings populaires que l'on connaît. On verra bien dans les urnes, mais moi je pense quand même que la campagne man-to-man, sur le terrain, aller à la rencontre des gens, elle est beaucoup plus efficace parce que quand quelqu'un ouvre son portail
décide d'attacher ses chiens et vous laisse entrer sur la terrasse, pour moi, c'est déjà un signe. les prémices d'une victoire. Ensuite, s'il vous fait venir jusque sur sa terrasse, vous fait asseoir et vous propose un café, alors c'est un deuxième pas. Enfin, s'il décide de réfléchir, même s'il vote pas pour vous, c'est un troisième pas de plus. C'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir, me semble-t-il, fédérer le maximum, et c'est la stratégie que nous avons choisie. Parlons d'économie maintenant. Le principal grief porté à ceux qui ont gouverné le pays a trait à notre niveau d'endettement. Pourtant, les économistes vous diront que ce n'est pas la mer à boire. Alors, est-ce que vous persistez? Cet endettement, c'est grave, docteur? Très, très grave. Je crois qu'on est... On est à 96 milliards d'encours, c'est ça, au 31, c'est une prévision, au 31 décembre. Je ne sais pas de quel économiste on parle. On est à peu près à 96 milliards de dettes. On sait que pour la rembourser, il va falloir payer la dette, l'amortir sur 18 ans. Je ne suis pas économiste, mais si on devait faire un ratio entre la dette de la Polynésie de 100 milliards, grosso modo, par rapport à 290 000 habitants, et les autres pays, on trouverait, économiste ou pas, qu'on est 10 fois plus endetté ici que là-bas. Je prends par exemple le cas de l'Espagne ou de l'Italie. Donc, il faut, quand on parle de l'endettement, il faut que ce soit proportionnel et il faut faire les ratios par rapport à la population. Il n'y a pas 290 millions d'habitants. Le pays est en cessation de paiement aujourd'hui. Si au niveau du contrat de projet, on n'arrive pas, alors que l'État a débloqué 30 milliards pour le logement social, on n'arrive pas à financer notre participation de 4 milliards, c'est bien parce qu'on manque de trésorerie. Si le pays a eu recours à un prêt au niveau de l'OPT, que vous n'êtes pas censé ignorer, de 3 milliards, pour payer notamment honorer la masse salariale des fonctionnaires de l'administration, c'est bien parce que on n'a pas d'argent. Donc, à un moment donné, tout le monde sait très bien, quel que soit d'ailleurs l'endettement, et les familles le savent bien, j'explique le fonctionnement du budget du pays aux familles en leur disant, mais c'est comme votre budget familial, si vous êtes endetté ou surendetté, comment vous arriverez à dégager des économies et à respirer? Le pays est en asphyxie totale, il est en cessation de paiement, il n'arrive même pas à honorer ses fournisseurs, sachez-le. Et donc, les entreprises, parce qu'elles ne sont pas payées, sont en banqueroute, en liquidation ou en redressement judiciaire. Je ne vous parle même pas des contrôles fiscaux, ce qui ne permet pas d'avoir une approche saine des finances du pays. Donc je crois qu'il faut bien sûr faire de l'économie et réduire les dépenses, parce que je n'oublie pas quand même que au niveau du pays, il y a 60% du budget en recettes fiscales, et elles sont de l'ordre de 135 milliards qui sont absorbées sur les dépenses de fonctionnement de l'administration. Mais c'est pas moi qui le dis, Anne Beaulier le dit dans son rapport. Donc, à partir de là, les recommandations ont été faites. La réduction et la suppression de certains EPAC, la compression des charges de fonctionnement, notamment en envisageant les départs à la retraite, en envisageant des départs volontaires de ceux qui veulent se reconvertir dans le privé. Mais s'il n'y a pas d'économie de fait, comment voulez-vous dégager les crédits nécessaires pour renforcer la section d'investissement et relancer les grands travaux? Alors, il y va du style de chacun. Alors, certains candidats disent non, il va falloir faire un grand prêt général pour apurer toute la dette. Et d'autres disent non, la Polynésie peut sortir d'elle-même de ses problèmes. Vous vous situez où? Ça joue serré quand même. Non, mais je crois que là, il faut être sérieux. D'abord, ceux qui ont dit ça, on dit qu'ils ne l'avaient pas dit. En disant, mais non, on n'a jamais dit qu'on allait emprunter 400 milliards. Là aussi, il n'y a pas besoin d'être économiste quand vous êtes endetté. Mais vous-même, dans vos familles, vous n'avez pas recours à un prêt supplémentaire. Vous cherchez à amortir la dette. Nous avons envisagé 2 solutions. La première, c'est la suppression de la dette en demandant à l'État de supprimer la dette. Mais on n'y croit pas. Mais enfin, on demande. Parce que quand même, en Côte d'Ivoire, on a bien supprimé la dette. Lorsque la Grèce est en difficulté, on a bien apporté quand même plusieurs centaines de milliards d'euros. Mais qui ne tente rien à rien. Alors, bien sûr, ça vous paraît peut-être être un petit peu au culot. Mais enfin, c'est quand même un partenariat, et j'estime que la Polynésie a fait de nombreux sacrifices. Mais est-ce que vous pensez que la Polynésie peut se sortir d'elle-même, comme certains candidats le disent? Ils disent on peut, par des investisseurs, entre autres. Pas forcément par les prêts. Mais le problème, c'est pas l'argent qui est injecté dans ce pays. Le problème, c'est l'utilisation de cet argent. Il ne faut pas que cet argent soit détourné.
Il ne faut pas que cet argent soit affecté à des gabegies ou à des dépenses somptueuses. Il est là le problème. L'argent tourne dans ce pays. Les économistes le disent. Ils disent, mais ok, on a un endettement de 96 milliards, mais on peut quand même s'en sortir. Il y a des leviers pour s'en sortir. Mais j'ai jamais contesté ça. Ce que je conteste, c'est que par rapport aux recettes qui sont faites, malheureusement, il y a eu peut-être trop de largesse. Il y a peut-être eu trop de dépenses qui n'étaient pas affectées à la construction d'écoles, à la construction de routes, à l'assainissement, à la recherche de bassins d'épuration d'eau. Voilà. Donc, les gens d'ailleurs ne sont pas contre la levée des impôts, mais ils sont contre l'utilisation malsaine des deniers publics. Il ne faut pas se tromper de combat. Donc, c'est pas les recettes qui posent problème ou le taux d'endettement, parce qu'on pourra toujours s'en sortir. On peut rééchelonner la dette sur 20-30 ans. Mais c'est l'utilisation des fonds publics. Et c'est là où nous ne sommes pas au rendez-vous. Donc on l'a bien compris, donc l'une de vos priorités, c'est le remboursement de la dette. Alors pour rembourser la dette et faire des économies, il y a effectivement le rapport Bollier, vous en avez parlé tout à l'heure. Parmi les solutions préconisées par Madame Bollier, est-ce qu'il y a des solutions que vous n'avez pas vues dans son rapport? Par exemple, alors par contre, elle a parlé, je sais pas, de fermer TNTV ou de revendre ATN. Vous adhérez par exemple à ces deux idées? Moi, je crois qu'il faut être à la hauteur de l'autonomie. Quand on demande des compétences à l'État, on ne peut pas lui dire qu'on est incapable de l'assumer. C'est pas possible. Autrement dit, je ne suis pas pour la suppression et l'application totale du rapport Bollier. Moi, je suis pour dire, effectivement, la situation est désastreuse, mais on peut en sortir. Madame Bollier, par exemple, à part la réduction des dépenses, à part la suppression de SEM, des PIC, des PAP, elle ne nous propose pas la relance des grands travaux. Et moi, je crois que pour sortir ce pays de la crise, il faut le plein d'emploi. Il faut donner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Il faut revoir la fiscalité. Là, elle ne nous donne pas de piste là. Et comment donc elle nous dit, voilà ce qui est, voilà comment réduire pour dépasser l'endettement du pays et puis retrouver finalement une trésorerie saine. Mais elle ne nous donne pas les leviers ensuite pour nous dire comment on relance l'emploi, comment on est au rendez-vous de l'emploi. Comment financez-vous ces grands travaux? Alors, il y a déjà 40 milliards de crédits, me semble-t-il, au titre de la défiscalisation. Mais une défiscalisation qui doit être contrôlée, hyper contrôlée. Aujourd'hui, on finit la construction d'hôtels sur 5 ans, puis après on abandonne tout le personnel. Là, il y a peut-être à encadrer davantage, à la fois l'octroi des crédits de défiscalisation, quels que soient les projets, mais aussi dans une certaine pérennisation du travail. Parce qu'on ne peut pas dire décemment aux gens, vous travaillerez que 5 ans, et ensuite on vous met à la rue, après avoir bénéficié de ces exonérations-là. Il y a aussi le Fonds européen de développement. Plusieurs centaines de milliards d'euros qui peuvent être déversés en Polynésie. Et là, je rêve pas. Nous avons eu la visite il y a un an du sénateur européen. Vous en souvenez peut-être, qui était venu à la télé dire, mais nous n'attendons que ça, que les Polynésiens montent les dossiers et l'Europe est prête à supporter ces dossiers-là. Si c'était si facile, pourquoi alors personne ne le fait? Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas tout simplement d'abord l'information nécessaire, de la rigueur qu'il faut pour monter les dossiers. Je vous donne qu'un seul exemple. La station d'épuration, plusieurs dizaines de milliards qui ont été financés à Punavia. Nous sommes d'accord? Qui est-ce qui a financé cela? Jamais le pays n'aurait pu le supporter, ce financement trop lourd. Mais c'est le fonds européen. Ça, c'est une fierté. Mais pourquoi il n'y a qu'à Punavia qu'on a besoin d'un bassin d'épuration d'eau, d'un traitement d'assainissement des eaux usées? Mais bien sûr que non. Toutes les communes devraient le faire. Alors, s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils se fédèrent, en communauté de communes notamment, qui proposent des dossiers ficelés, et que l'on demande un arbitrage et un support au Fonds européen de développement. L'assainissement, les énergies renouvelables, vous savez très bien que les crédits qui peuvent être levés là, ce sont les crédits du Fonds européen de développement. L'argent est là, les partenaires aussi, mais il manque les acteurs. Parmi ces grands travaux, il y a un chantier qui vous tient à cœur? J'ai à cœur le chantier de Te Aranui, la route traversière. Alors pourquoi? Alors d'abord, comment? Oui. Comment? Avant, pourquoi? Parce que tout le monde va encore monter des associations anti-Manoutré, anti-Te Aranui. D'abord, comment? Je vous dis ce que j'ai à cœur. Je vous dis pas que c'est réalisable, parce qu'il faut discuter d'abord avec la population. Et les gens m'ont pas compris lorsque j'ai proposé Te Aranui. Pourquoi? Parce que je propose le projet Te Aranui par la voie d'un référendum. C'est-à-dire que toutes les personnes concernées
par éventuellement des expropriations, devront donner à un moment donné, tous les acteurs dans les communes devront donner leur avis sur ce projet de développement, qui est un projet crucial pour la Polynésie. D'abord parce que là où est la route est la vie. Ce qui permettra aussi la construction de logements tout au long. Le désengorgement, on a les problèmes de circulation. Ça permettra aussi de faire des voies de pénétration pour aller dans les vallées les plus profondes, revendiquer nos terres. Or, aujourd'hui, nous n'accédons pas à nos terres car il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électrification, il n'y a pas d'eau. Donc, je pense que il faut que l'on discute de ce sujet qui est un sujet sensible. Je vous dis pas, Manouté au pouvoir, on remet la route Tiaranui, mais on proposera au moins par voie référendaire, en demandant aux habitants concernés dans ces communes, si oui ou non, ils ont cette vision que nous avons de mettre en place ce projet qui générera plusieurs milliards de travaux, à la fois dans le BTP, mais tout au long de la route, les stations, les boutiques, les aires de jeu, les espaces de détente, tout cela, le logement social, les logements résidentiels, jusqu'à Faratea, ce qui permettra aussi de redévelopper la zone... le port de pêche de Reatea qui a été complètement abandonné. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur, mais vous savez, on ne pourra pas le réaliser si la population nous dit non. Donc, référendum. Toujours par extension par rapport à ce projet de Tiaranui, est-ce que vous comptez également, par exemple, si vous avez des petites associations, c'est-à-dire pas forcément les pouvoirs publics, mais des associations qui vous proposent des projets, comme il y en a actuellement une association qui s'appelle A2D Attitude, qui a présenté un jour un projet de téléphérique qui pourrait désengorger les quartiers. Bien sûr, ça passe par une réforme au niveau du transport, mais est-ce que vous seriez, par exemple, pour ce genre de grands travaux, puisque ça va nécessiter également des interventions de grands fonds? Je crois que de manière générale, toute initiative, qu'elle soit portée par le tissu associatif, par l'entreprise ou le citoyen lambda, voire même par le gouvernement, est une bonne initiative. Donc nous serons au rendez-vous de toutes les initiatives. Parlons maintenant de vos colistiers, si vous voulez bien, Teiva. Malgré la sanction du Conseil constitutionnel qui guette M. Marchesini, donc dans la troisième section, avez-vous bien mesuré le risque? Ce que j'ai mesuré, c'est leur engagement sincère, loyal et franc, non pas à mon égard, mais aux côtés des Polynésiens, dans une Polynésie en crise d'identité, en crise de sens, en crise totale de valeurs. Moi, je suis respectueux des lois. Écoutez, la DRCL m'a demandé 4 formalités. La déclaration de mandat, la déclaration individuelle de candidature, l'attestation d'inscription sur les listes électorales et la copie de la carte d'identité. Monsieur Marchesini m'a présenté ces 4 documents. La DRCL a vérifié le casier judiciaire de monsieur Marchesini et des autres et n'ont eu rien à redire à leur candidature. Par conséquent, ils n'ont pas été remplacés. Le cas échéant, il y aurait eu alors à ce moment-là une promotion. Pas encore une VAE, mais une promotion du suppléant qui aurait remplacé M. Marchesini. Écoutez, le contrôle de l'État me dit, votre liste est bonne. Tout le monde peut y aller. Mais non, moi, je n'ai aucun souci et j'attends sereinement la décision du Conseil constitutionnel. Mais je crois que sur les inéligibilités en ce qui concerne les comptes de campagne, il faut être sérieux. Et ce qui est dit, ce n'est pas que les gens ont volé, triché. Mais parfois, on fait le rejet d'un compte parce que tout simplement, ils sont hors délai, ils n'ont pas déposé. Donc j'espère que cela leur servira de leçon et qu'à l'avenir, lors des prochaines élections, ils seront davantage rigoureux. Mais enfin, ne condamnons pas avant la justice, parce qu'ils peuvent aussi être exonérés complètement, si ce n'est graciés. Vous avez également décidé d'intégrer Mainui Temari, donc du Parti des Travailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Est-ce son franc-parler au sujet des feignants? Non, je pense que c'est sa moustache. Ce qui m'a séduit chez lui, c'est son humilité. Vous cherchez à récupérer les travailleurs? Je pense que on cherche surtout à récupérer des hommes de foi. C'est un homme engagé dans l'Église. C'est quelqu'un aussi qui, de prime abord, paraît un peu rude,
mais quelqu'un qui, je vous l'assure, a un grand cœur et à partir du moment où il sait gérer sa famille, je pense qu'il peut beaucoup apporter à notre liste. Alors, lors d'une intervention télévisée où il était invité, il disait en fait qu'il était venu chez vous parce qu'il avait donc cette foi, donc de ce dont vous parliez, mais également parce qu'il pense que vous étiez l'un des seuls, si ce n'est le seul, à lui avoir ouvert vos portes tout simplement. Parce qu'il a fait le tour également. Mais c'est gentil ce que vous me dites, parce qu'on me dit intolérant, ça veut dire que j'ai fait preuve d'une grande tolérance. J'ai donc mûri énormément. Non, oui, nous nous sommes rencontrés. Je trouve que ce qui a été intéressant, c'est que il voulait se présenter, il voulait défendre le parti travailliste, donc les travailleurs. Il est quand même un des secrétaires généraux de la CSTPFO, un des plus forts syndicats du pays. Et je trouvais bête et dommage aussi qu'il ne puisse pas aller au bout de son combat. Donc s'il peut trouver à nos côtés cet espace nécessaire pour défendre à la fois les travailleurs et ses convictions, bien sûr, c'est le bienvenu et c'est avec joie que nous l'accueillons. Vous avez également repris certaines de ces idées ? Est-ce que certaines de ces idées vous ont séduit, Je dois dire que jusque-là, je faisais pas trop attention à ce qu'il disait. Aujourd'hui, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui veut qu'on respecte le droit des travailleurs, mais qui veut aussi, étonnamment, que l'on protège le patronat. Lorsque je l'entends, il est à la fois dans cette vision d'alléger la fiscalité, de supprimer un certain nombre de taxes au niveau des douanes, mais en même temps, et on ne peut pas lui en vouloir, de protéger les travailleurs, et c'est nécessaire aujourd'hui, car on voit bien que lorsque l'on perd son emploi, c'est toute la famille qui est menacée. Est-ce que le fait que Temali soit intégré à votre équipe, est-ce que quelque part vous vous êtes pas dit pourquoi ne pas tout simplement aller voir même ceux qui ne sont pas candidats bien sûr, les autres syndicats qui représentent quand même une large part de la population active de Polynésie? Oui, il y a ceux qui sont sur la liste et ceux que l'on rencontre autour. Il n'est pas dit que les autres syndicats ne nous rencontrent pas. Mais moi j'ai fait cette ouverture. Monsieur Frébo Angelo est aussi secrétaire général dans le commerce, l'automobile. Je n'exclus rien. Il y a effectivement des discussions aujourd'hui avec plusieurs centrales syndicales. Ça, c'est une réalité. Vous avez également accueilli, alors je continue un petit peu dans ma lancée, vous avez également accueilli donc l'épouse de René Komo-Itini, ex-élu Tauera, qui n'a pas trop admis sa mise à la retraite d'office aux Marquises. Pensez-vous sur ce point être cohérent avec les principes qui vous animent? Bien sûr, accueillir Rose, ce n'est pas accueillir René. Moi, je ne confonds pas l'engagement d'une femme et celui de son mari. Quand bien même M. Marquezini viendrait un jour à être déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel, devrais-je en vouloir à sa charmante femme? Donc, non, je suis en plein dans mes clous, droit dans mes bottes. M. René, d'ailleurs, n'a même pas eu besoin à négocier quoi que ce soit. C'est un grand garçon, il connaît les procédures à son encontre aujourd'hui, il n'a rien demandé. Par contre, je ne pouvais pas ne pas soutenir l'engagement de sa femme. Et si je ne l'avais pas fait, peut-être que certains l'auraient fait. Donc je crois que c'était important. Moi, j'ai senti quand même une femme engagée, une femme de cœur et une mère de famille. C'est ça que j'ai senti. Il faut vous dire aussi que c'est pas du tout une femme qui s'est mise en avant. Elle a toujours été en retrait. Elle a certainement dû supporter beaucoup de choses. Je la trouve très humble. Je la connaissais pas. Aujourd'hui, elle bat campagne pour nous. Mais vous savez, la détermination d'une femme, ça peut vous faire gagner une élection. D'une façon générale, comment s'est faite la désignation de toutes les têtes de liste? Est-ce que toutes ces personnes ont un point en commun? Oui, l'amour pour ce pays, l'amour pour leurs enfants, la volonté de bien faire. C'est le seul point commun. Et ensuite, il y a des chefs d'entreprise sur la liste, M. Rexford Broderson notamment, la société civile liée, quelques organisations syndicales, bien sûr le Hereaya, qui est un parti politique, et nous-mêmes. Je pense que la rencontre de ces mondes-là, de ces sphères, va certainement permettre d'obtenir de bons résultats. Et l'avenir nous le dira.
Je reviens donc maintenant, si vous voulez bien, un petit peu à votre programme et notamment à votre slogan. Alors, un travail, un terrain, un logement. Pour quelqu'un qui ne fait pas de promesses, vous commencez assez fort, n'est-ce pas? Vous pensez, les gens dorment dans la rue, dans des cartons et mangent dans les poubelles. Est-ce que je dois pas leur dire que l'avenir, c'est pas les cartons, les ruelles et les lampadaires de propriété, mais c'est la restitution des terres, parce qu'ils sont propriétaires. C'est la mise en œuvre des grands travaux pour qu'ils puissent retrouver un emploi, car les jeunes sont diplômés, sortent de l'université, n'ont pas de boulot. Et c'est au moins qu'ils puissent vivre en famille dans des conditions décentes, c'est-à-dire en ayant un logement. Est-ce que vous savez par exemple que nous sommes les seuls, je dis bien, à avoir envisagé de supprimer la TVA pour toute nouvelle construction? C'est pas beau ça? Bien sûr que si, ça va inciter les jeunes ménages comme Teaiki qui veulent construire la maison à être exonérés complètement de TVA. Première acquisition, c'est une mesure incitative à la création de logements plutôt que de rester dans des maisons à 10-15 où on s'entasse, où il y a de la précarité. Et malheureusement, il peut y avoir après beaucoup plus de dégâts, je pense, à l'inceste et au viol. Vous seriez pour la mise en place d'une zone franche? J'y réfléchis, hein. Vous savez, on avait réfléchi à la zone franche, on réfléchit à la flat tax, mais c'est en discussion. C'est en discussion. 6 000 nouveaux électeurs, des jeunes, nouvellement inscrits, vont pouvoir se prononcer donc les 21 avril et 5 mai prochains. J'espère qu'ils nous feront confiance. Que leur dites-vous? Que leur proposez-vous? Donc vous nous avez parlé donc de la construction à 0% de TVA. Que leur dites-vous d'autre? Je leur dis que l'avenir, contrairement à ce qu'on leur a fait croire, ça n'est pas uniquement dans les activités de loisirs ou de sport. Vous savez, on a souvent pensé aux jeunes en leur distribuant des ballons, des filets, en disant, voilà, on pense aux jeunes. Bien sûr que les jeunes doivent s'épanouir. Le sport, ça permet quand même de rallonger la durée de vie. C'est une hygiène. Mais je pense qu'il faut faire du sport en revenant du travail. Quand on a un travail, on a la garantie d'un salaire. Donc on a la garantie d'assumer ses responsabilités de parents, de financer la scolarité des enfants, de les emmener manger. Vous savez que certains enfants dans les familles ne mangent même plus à l'école aujourd'hui, n'ont plus d'argent, n'arrivent plus à se vêtir. Avoir un travail, c'est pour moi l'essentiel. C'est ça, redonner la dignité aux familles et aux parents. Après le travail, qu'on l'on s'épanouisse dans du football, dans toute activité, la rame ou autre, ça me paraît nécessaire, parce qu'il faut essayer un petit peu de s'épanouir en famille dans ces activités-là. Mais donc, la priorité, c'est d'abord le travail, le sport ensuite, et non pas d'entretenir tous ces jeunes dans des activités sportives sans jamais leur garantir une porte de sortie par le travail. Donc, je pense que quand même en 7 ans, je me suis assagi, et il faut être au rendez-vous des difficultés des familles. Toute la classe politique est donc au chevet de cette jeunesse privée d'emploi, mais pourquoi est-ce que personne n'ose s'attaquer aux vraies racines du mal, à savoir principalement l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail? C'est une question difficile. Vous avez des propositions en la matière? C'est en amont qu'il faut traiter le problème. Moi, j'ai des amis qui sont à l'université, qui tournent en rond depuis 5 ans. Ça fait 3 fois qu'ils repassent un DUG de droit, un DUG d'économie. J'ai mal parce que dès leur arrivée en 6e, une fois qu'ils ont fini la 3e, on devrait déjà être en capacité de leur dire le pays a besoin de tant de comptables, de tant d'avocats, de tant de médecins, de tant d'ingénieurs, de tant de chefs de chantier, de tant de conducteurs de travaux. On est incapable. Donc vous voyez bien qu'il faut tout reprendre pour garantir aux jeunes, en fonction des filières qu'ils ont choisies, un emploi derrière. Ça n'est pas fait. C'est nous qui le ferons. Donc en fait, c'est vraiment en amont. C'est pas finalement tout le système de l'éducation qu'il faut revoir, mais tout, sans remettre en cause l'éducation. Prenons sur l'éducation nationale. Prenons sur la question de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, dès la fin de la 4e, de mettre des stages alternés en entreprise pendant les vacances scolaires? Rien ne nous l'empêche. Qu'est-ce qui empêcherait à Théa, le petit moto à 2 pieds, arrivé en classe de 4e à Anne-Marie Javoué, d'aller pendant ces vacances-là, de Pâques, dans une entreprise, au McDo ou ailleurs,
commencer à apprendre ce qu'est le travail. Parce que le travail, ça se décrète pas. Vouloir travailler, est-ce qu'on est déjà travailleur à la naissance? Non, on apprend à travailler. Et comment on apprend à travailler? On regarde dans sa famille, on regarde les modèles. Si le père travaille, on a envie de travailler. Quand on voit son père se lever à 4 heures, on veut se lever à 4 heures. Mais quand on voit le père qui vient de perdre son boulot, qui se lève plus à 4 heures, qui prend sa caisse de bière, et qui fait que dormir la journée, vous croyez qu'on inculque les valeurs du travail? Donc les familles ont quand même une grosse part de responsabilité. Si vous saviez, la première part de responsabilité, c'est l'homme politique. C'est lui qui doit donner le travail. C'est lui qui doit être exemplaire sur tous les niveaux. À partir de là, les modèles se créent et chacun s'identifie au modèle et essaye d'arriver à ces schémas-là. Mais c'est pas évident. Tout a été déstructuré. Tout doit être reconstruit. Il faut la relève, oui, mais il faudra reconstruire. Si vous êtes élu président de la Polynésie Tamanouteï, poursuivrez-vous le grand chantier de réforme fiscale entamé il y a 3 ans maintenant avec à la clé l'impôt sur le revenu? D'abord, je vous nommerai à mes côtés dans la communication. Grand chambellan. C'est important. Je crois que si nous sommes élus, nous serons au rendez-vous des 10 points qui nous tiennent à cœur. Vous savez, par exemple, au Tuamotu, nous sommes un des seuls à avoir envisagé une citerne dans chaque maison. Alors, les gens vont me dire, ça y est, les promesses électorales, mais on peut par le biais de subventions tout à fait aider toute nouvelle construction au Tuamotu en la permettant au moins d'avoir une citerne de 1000 ou de 5000 litres. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'au Tuamotu, le problème majeur, c'est l'eau. Il ne pleut pas souvent, il n'y a pas d'eau pour boire. Donc, à un moment donné, le pays doit être en capacité d'apporter des éléments de réponse par rapport à cela. On envisage même de plafonner le coût de l'essence à 120 francs et le coût du gazole à 100 francs. Pourquoi? Pas été, c'est pas pareil que de faire Kawehi Longiroa. On utilise beaucoup plus le bateau. Vous imaginez pas, j'ai dû, là, pour cette campagne, rien que pour faire le tour, j'ai dû payer plus de 290 000 francs de fût d'essence. Vous imaginez ce que c'est? Mais moi, je le fais là, parce qu'il y a une campagne. Imaginez que le Tuamotu, lui, il le fait tous les jours, 365 fois dans l'année. Donc ça lui revient à combien, lui, sa facture de carburant? Mais c'est là où l'homme politique et le gouvernement doivent être au rendez-vous. C'est au rendez-vous des difficultés des gens. C'est pas sur des programmes et des professions de foi complètement en marge de toute réalité et qui viendraient faire plaisir à l'équipe qui souhaite prendre les rênes du pouvoir. L'eau et l'électricité. L'électricité, on parle très peu d'énergie renouvelable finalement. Il y a beaucoup de blabla. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour développer, j'ai envie de vous dire, les panneaux solaires, les éoliennes? On a l'impression que c'est le néant. Et mon plaisir, décidément, ce matin. Effectivement, les Tuamotu ont un ensoleillement formidable et on en est encore aux énergies fossiles. Les aides n'arrivent pas en ce qui concerne le photovoltaïque, les énergies renouvelables, les éoliennes. Il faut avoir le courage de dénoncer les monopoles, notamment en termes de carburant, et on les connaît. On les connaît et l'équipe qui arrivera au pouvoir devra être une équipe du courage et une équipe de la réforme. Alors, certainement que des mesures seront un petit peu, vont bousculer certains organismes, je pense à l'EDT. Parce que là, quand on parle des énergies renouvelables, on vient faire concurrence directement à l'EDT, n'ayons pas de langue de bois. Mais après tout, est-ce que finalement, aux Marquises et au Tuamotu, au Gambier, on peut pas être autonome à 100% avec ce type d'énergie? J'ai été chez Monsieur Sachet dans sa pension de famille à Maupiti. Je pense que vous devez connaître. Mais c'est quelqu'un qui est autonome à 100% dans sa pension. Zéro consommation d'électricité. Il a mis des éoliennes dans sa pension de famille. Il a mis des panneaux solaires. Sa pension de famille est autonome à 100%. Mais c'est pas un seul cas qu'on veut avoir. C'est l'ensemble des Tuamotu, l'ensemble des Raromatei. Et pour cela, il faut renégocier le partenariat avec l'EDT. Donc, je crois que le pays a les moyens d'action. Il doit maintenant agir. Alors pour revenir juste, Stéphane, si tu me permets, sur le point de l'eau, certains élus, notamment des Tuamotu, puisque ce sont vraiment les îles qui ramassent le plus, en termes de manque d'eau, voudraient s'orienter vers des stations de désalinisation, parce qu'il en est question depuis longtemps. Est-ce que vous allez
accompagner? Parce que si pendant un an il n'y a pas de pluie, ça peut arriver. Comment ils vont faire? Est-ce que de ce côté-là, si vous êtes au pouvoir, vous allez pouvoir les accompagner ou vous allez tout simplement les accompagner? Évidemment, mais pas qu'au Toronto. Au Marquis, j'y suis allé dernièrement et il n'y a pas d'eau. Donc l'agriculture est en danger au Marquis. C'est la sécheresse. Par contre, il y a de l'eau tout autour. C'est l'eau de mer. Donc il nous faut un osmoseur pour désaliniser l'eau. Bien sûr que ça a un coût, mais tout a un coût. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre parfois le coût pour avoir une qualité de vie? Voilà, réflexion, choix de société. C'est là où on doit être au rendez-vous du Fonds européen de développement. Parce que c'est le FED qui peut porter l'osmoseur et la désalinisation pour permettre, y compris, pas que d'ailleurs de l'eau propre à la consommation, mais peut-être aussi de l'eau de mer qui pourrait être réutilisée pour arroser les farapos et les cultures. Parce que c'est ça aussi. Hein. Et je crois que Bora en est un exemple. Hein. Ils ont réussi à désaliniser l'eau. La population s'est adaptée, on le voit. Les hôtels aussi. Donc je crois qu'il faut aller dans ce sens-là de toute manière. À partir du moment où on n'a pas suffisamment d'eau, il n'y a pas 36 solutions pour y réfléchir. Encore que, vous savez qu'il y a des éoliennes qui fabriquent de l'eau aussi. Hein. Voilà. Alors toujours en restant dans les îles, vous parlez à un moment notamment de Fatouiva où vous vous êtes rendu il y a quelque temps, d'aménager un aérodrome. Bon, il n'y a pas qu'à Fatouiva, il y aura d'autres endroits également, vous y avez pensé, est-ce que ça c'est toujours d'actualité? Mais bien sûr, les Marquis sont dans mon cœur, bien ancrés. Et à partir de là, j'ai été profondément ému de voir que on a quand même, depuis des années, quelque part abandonné les habitants des archipels comme dans des mouroirs. C'est un peu dur ce que je dis, mais on nous parle de progrès, hormis les pistes d'aéroport. Il n'y a aucune structure administrative. On n'a pas décentralisé ou déconcentré l'administration là-bas. L'accès aux soins est difficile. L'accès à la scolarité également. L'accès aux internats également. L'accès aux navettes intra-insulaires également. Donc, oui, tout est à refaire. En ce qui me concerne, c'est un engagement que j'avais pris. Nous sommes en train de réfléchir sérieusement à la création d'une piste à Fatouiva, bien sûr. On n'a pas également, peut-être, du côté des Australes? C'est plus compliqué parce que autant à Fatouiva, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est la population. Autant à Rapa, même si je voulais le faire, on aurait une levée de bouclier de la coutume. Donc je suis pas pour bousculer ce qui est, mais je peux pas non plus taire ce que l'on me dit. Toujours, si vous êtes élu président de la Polynésie, donnerez-vous le feu vert pour l'exploitation des phosphates de Makatea? Mais c'est pas à moi de donner le feu vert ou le carton rouge. Je crois que... Quel est alors votre sentiment par rapport à ce dossier? Eh bien, un référendum. Il faut discuter avec Mataiva. Il faut discuter avec Makatea. Il faut que la population comprenne les enjeux. Vous savez, on a extrait les mines et on les a abandonnés. Il y a le train qui est encore sur place. Donc, je peux comprendre, moi, qu'il y ait eu des traumatismes. Mais comment on peut parler de développement et de projets d'extraction si on ne règle pas le traumatisme? C'est de cela dont il est question. Donc je crois qu'il faut expliquer aux gens et il faut leur laisser aussi la possibilité de faire le deuil du traumatisme. Enfin, Théo Manouté, dernière question. Procéderez-vous à la diminution des indemnités des élus, représentants et membres du gouvernement? Et une question un petit peu, est-ce que c'est pas finalement un petit peu démago? Merci. Oui, c'est un peu démagogique dans le sens où c'est pas 57 personnes qui vont combler les déficits de 100 milliards du pays. En même temps, c'est plutôt, on va être dans le symbolique et l'exemplarité. Oui, nous baisserons les indemnités des élus à l'Assemblée comme au gouvernement, mais je crois que si on veut faire des efforts, c'est sur l'ensemble. C'est sur l'ensemble, on peut pas prendre un petit bout par-ci. Vous voyez, par exemple, à quoi ça servirait de faire une économie de 200 000 sur le salaire d'un ministre à l'Assemblée si c'est pour dépenser 35 millions pour faire des toilettes? Vous voyez, vous me suivez là. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Donc, bien sûr, nous serons au rendez-vous de l'économie, mais d'une manière globale. Ça doit être porté par l'ensemble et pas simplement par 57. Mais le plus important, nos cotisations retraite. On n'en a pas parlé, effectivement. Nous les verserons immédiatement à la CPS. Aujourd'hui, les élus cotisent par capitalisation à l'Assemblée. Ça vous choque? Ça me choque évidemment. Quand on met quelqu'un à la rue, il n'a même pas de caisse chômage.
Hein, et alors que les élus, au bout d'un seul mandat, ils se voient verser une indemnité de 20 millions. Bien sûr que ça me choque profondément. Il n'y en a pas un seul qui a dit non. Et nous serons ceux qui diront non. Voilà, c'était Teiva Manoutei, donc du parti Tous Polynésiens, donc qui est engagé donc dans ces territoriales. Il nous a beaucoup parlé donc de résorption de la dette, mais en même temps, sa priorité, c'est mener des grands travaux et dont la fameuse route Te-Aranui. Merci Teiva, et maintenant vous allez passer entre les mains de mon confrère Onotea, donc pour un entretien d'1 heure en Tahitien.